Votre invité en direct, M. Touré Mamadou, directeur général de l'Office de service civique national. Et pour conduire cette session, Paul Philippe. Bonjour Paul. Bonjour Rachel, bonjour à tous. La renaissance des centres de resocialisation des jeunes désespérés est le point fort du magazine du Quai le Fond de ce samedi 12 septembre 2020. Notre invité indirect, Rachel vous l'a dit, M. Touré Mamadou. Il est le directeur général de l'Office du service civique national. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci pour ce samedi 12 septembre 2020. Restez avec nous, nous sommes en direct. Quel est le point ou les points qui vous ont marqué? Merci. Permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler de nos missions. Mais ce qui m'a déjà frappé dans le reportage qui a été présenté, c'est le mot instrumentalisation des jeunes. Et véritablement, c'est une préoccupation qu'il faut connaître. Parce que de cette instrumentalisation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et cette instrumentalisation dont on va parler certainement est en lien direct avec la vulnérabilité des jeunes. Parce que les jeunes sont en situation de vulnérabilité, ils sont manipulables à soi, ils sont en capacité d'instrumentaliser. Donc voilà pourquoi dans le reportage qui a été fait tout à l'heure, c'est l'instrumentalisation et la vulnérabilité des jeunes. Je vois bien que vous êtes dans votre événement, on va parler justement tout au long de cette magazine pour l'instrumentalisation des jeunes. Et justement, c'est pour ça que vous prenez ces jeunes-là en charge. Oui, M. Touré Mamadou, directeur général de l'Office de service civique national, un thème central comme celui-là, la question de la resocialisation des jeunes en Côte d'Ivoire, et un grand reportage du centre du service civique, du centre de service Guy Guérény et la lutte contre la vulnérabilité des jeunes filles de Boundiali avec notre correspondant permanent dans le polo. C'est Kwasi qui revient de cette localité nous apprend qu'il a été créé en 1956 et tombé dans les oubliettes. 30 ans plus tard, le centre de service civique de Guinguerény renaît de ce centre. Faire du civisme la pierre angulaire d'une insertion sociale assurée pour les jeunes filles déscolarisées ou n'ayant pas eu la chance d'aller à l'école. 2 mois après sa réouverture, il nous invite donc à la découverte d'une école à lui, d'un camp militaire chargé de leçons de vie pour tout jeune ayant perdu l'espoir. C'est quoi ça? Voilà, le grand reportage signé ici, voici. Merci ici pour ce reportage ramassé de tout ce qui se passe là-bas au centre de Guinguirény, vers Boundiali. Monsieur le directeur général, vous avez suivi un peu ce reportage. Est-ce que ça reflète ce que vous y avez mis comme détermination, comme cœur, mission par rapport à votre mission? Merci beaucoup. Effectivement, ce reportage présente dans la totalité nos attentes. En vérité, l'État de Côte d'Ivoire se préoccupe de la situation de ces jeunes en situation difficile. Qu'est-ce qu'on entend par jeunes en situation difficile? Vous savez, les hommes de façon générale ont des besoins. Manger, se vêtir, se loger. Mais il y a également des besoins en termes d'éducation, en termes de santé et en termes de loisirs. Et malheureusement, un grand nombre de jeunes, un grand nombre de personnes, disons, n'ont pas cette chance-là de pouvoir couvrir leurs besoins. Dans ces conditions, ces personnes se trouvent en situation de vulnérabilité.
Et en 2016, le président de la République, le président Alassane Ouattara, de réactiver l'Office du service civique national. Qui avait déjà existé par le passé. Qui avait existé par le passé. Sous une forme plus militarisée. Le service civique. Effectivement, dans les années 1961-1962, le service civique a existé. Mais c'était un engagement politique militaire en vérité, puisque c'était le centre du service civique qui était sous le contrôle de l'État. Mais dans les années 1915-76, avec les crises économiques qu'on rencontrait, il a été mis fin au service civique. Disons qu'il a été suspendu. Et de cette période jusqu'en 2007, on n'avait plus jamais entendu parler du service civique. En 2007, il est créé par décret l'Office du service civique national. Et juste avant cette création du service civique national, il y a eu, au niveau du résultat de course, on a vu que les jeunes étaient liés. Plus de formation, plus d'éducation, je voulais dire, basée sur la société, les valeurs de la société. Tout à fait, parce que il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs types d'enseignements. Nous avons l'éducation nationale, qui prend en charge les enfants depuis la maternelle jusqu'au lycée. Nous avons l'enseignement technique et la formation professionnelle, qui prend également une autre catégorie de jeunes, et l'enseignement supérieur. Mais on laisse un grand nombre d'enfants analphabètes ou en échec scolaire. Et cette catégorie de personnes est prise en charge en principe dans les centres de services civiques. Mais on n'en avait plus. Jusqu'en 2016, il y a eu des centres de services civiques. Et malheureusement, ça s'est traduit par des comportements. La vulnérabilité des jeunes s'est accrue. Ils n'avaient plus de perspectives, pas de possibilité de sortir de leur situation parce qu'aucune capacité pour se qualifier. Il n'y avait plus de repères également. Non plus, il n'y avait plus de repères. Et un élément fondamental qui manquait, c'est la discipline. Vous savez, aucune société ne saurait se bâtir sans discipline. Tout à l'heure, nous avons entendu des jeunes filles. On a l'impression d'être dans un camp militaire quand on est dans un centre de service civique. Parce que la première chose sur laquelle nous insistons, c'est la discipline et le respect. Sans discipline, sans respect, rien. N'est-ce pas? Et là, véritablement, en écoutant votre reportage, je sens que les choses se passent comme le gouvernement l'a souhaité. Et c'est ainsi qu'en 2016, le président de la République, le président Alassane Ouattara, a décidé de réactiver cet office du service civique national. Alors, donc le service civique renaît. Le service civique renaît. Il renaît en 2016. Et de 2016 à aujourd'hui, après beaucoup d'efforts, il faut reconnaître, parce qu'il fallait tout reconstruire. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 400 de services civiques opérationnels. On va dire Boundiali. Boundiali, c'est le dernier. Le dernier, avant ça, il y a eu Sassandra. Avant ça, il y a eu Pemresso, à Songon, ici. Ici à Abidjan. À Abidjan, on a ouvert le centre de Songon. On a ouvert le centre de Sassandra, précisément à Guédipo, c'est un village du département. On a ouvert Guinreni. Et le 19, on ouvre Boaké. Le 19 septembre, le 19 septembre, quelques jours. dans le service civique de Boaké. Ah. Et ça, c'est à saluer, c'est à reconnaître, parce que il faut reconnaître que les coûts sont assez élevés dans le service civique, puisque nous avons une prise en charge intégrale des jeunes depuis leur entrée jusqu'à leur sortie, et souvent sur une période de 9 mois. Alors à Boundiali, à Guinreni, on va dire, la part belle est faite aux filles. Pourquoi? La beaucoup plus délicate que celle de garçons. Si nous sommes au nord, Non. Parce que de façon générale, les filles sont à l'extrême vulnérabilité. mais il y a aussi le fait qu'au nord, l'école est difficile pour les jeunes filles. Oui, c'est exact. Avec les mariages forcés, etc. C'est exact, c'est ce que nous avons entendu dans le reportage. Ces jeunes filles sont souvent, premièrement, issues du milieu rural. Dans le milieu rural, les filles arrêtent l'école de façon précoce. Quand elles arrêtent de façon précoce, l'occupation qui arrive tout de suite, c'est les travaux champêtres. Et évidemment,
dans le milieu rural, on se marie tôt. Donc dès l'âge de 15 ans, 16 ans, ces jeunes filles-là sont prêtes pour le mariage. Mais est-ce que vous pensez, monsieur le directeur général, que ces centres-là viennent résoudre la question des mariages précoces, véritablement? Pour être objectif, disons que ce n'est pas fait dans ce sens-là. D'accord. Nous ne sommes pas un instrument de lutte contre les mariages. Peut-être sans le vouloir. Sans le vouloir, sans le vouloir. Parce que là, j'avoue que ces jeunes filles, lors de leur profilage, ne nous ont pas fait savoir qu'elles étaient mariées de façon précoce. Parce qu'elles viennent avec leurs enfants en même temps. Oui, nous avons, dans nos critères de sélection, alors parlons-en, nos critères de sélection, pour rentrer dans un centre de service civique, premièrement, il faut être soit analphabète, soit en échec scolaire. Jusqu'à quel niveau? Niveau 3e. Niveau 3e. On préfère niveau 3e. Même sans le BBC. C'est justement. Parce qu'on pense qu'à ce niveau-là, vous avez une autre capacité. Mais si vous n'avez pas fait, vous êtes arrêté en 3e, ça veut dire que vous n'avez pas acheté votre formation. Ensuite, vous n'avez pas de qualification. Et vous ne pouvez pas avoir d'emploi parce que vous n'avez pas de qualification. C'est ça. Donc, c'est ça notre cible. Maintenant, ici, de façon spécifique, notre partenaire technique et financier, l'UNICEF aussi, nous a demandé de porter une attention particulière exclusivement sur les filles. C'était nouveau. On n'a pas eu de centre de service civique exclusivement féminin jusqu'à ce jour. Le prochain centre qui ouvre celui de Mouaké sera mixte. Mais avant, c'était des centres unisex des garçons. Et là, la problématique de venir avec l'enfant s'est posée. Généralement, dans les centres de service civique, il n'y a que les bénéficiaires. Mais là, on a rajouté une couche à la complexité de la chose. On a pris en charge les filles qui ont des enfants. Donc, ça a donné ce que ça donne. Ça donne un dispositif très riche. Mais ça nous a montré que la vulnérabilité des jeunes filles est beaucoup plus importante que la vulnérabilité des jeunes garçons. Parce que ces jeunes filles-là, même en étant vulnérables, constituent le socle de leur famille. Que ce soit pour les travaux champêtres, que ce soit pour les travaux de que ce soit pour un foyer, tout simplement. Alors, après la formation, que deviennent ces filles? Alors, d'abord, parlons de la formation. Qu'est-ce que vous y mettez en termes de contenu? Ici, ça a été une formation très accélérée et très intense. En principe, le service civique, c'est 9 mois. 9 mois. 9 mois. D'accord. Mais ici, les parents, comme je le disais tantôt, la vulnérabilité des filles, ça se... Les parents ne voulaient pas laisser partir leurs enfants plus de 2 mois. Il fallait les convaincre. Il fallait les convaincre, il a fallu négocier. Une autre étape. C'est une étape de négociation, donc c'est ce qu'on appelle l'engagement communautaire, c'est la communication vers la communauté pour accepter de laisser les jeunes filles. Mais je vais vous dire que nous avons fini la formation avec 93 filles. Mais nous avons, à l'initiale, identifié et profilé plus de 150. Regardez le taux de déperdition au fur et à mesure qu'on a. Donc, les parents sont toujours à l'affût pour retirer leurs enfants des centres de service civique. D'abord par méconnaissance et par peur de l'inconnu. Je dis, mais premièrement, est-ce qu'ils ne vont pas aller retourner nos filles contre nous? Ça, c'est une première crainte. Est-ce qu'ils ne vont pas aller leur dire quelque chose ou à leur retour, elles vont s'affranchir? Est-ce qu'ils ne vont pas les autonomiser au point où nous ne serons plus? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de préoccupations que les parents. Donc, ça vous donne l'impression, M. Touré, que les mentalités restent encore difficiles? Oui, ça reste encore difficile, mais il faut y travailler. Il faut y travailler. Parce que c'est l'inconnu. Tout le monde a peur de l'inconnu. On veut savoir où on va. On veut savoir dans quoi on met les pieds. Donc, laisser les filles partir 9 mois, pas possible. Ok, on négocie, on est 3 mois. On convainc le bailleur que c'est sur 3 mois, mais pendant ces 3 mois, la formation civique et citoyenne, vous avez entendu, c'est les jeunes filles qui sont arrivées sur les centres de service civique sans aucune notion sur les symboles de l'État. L'hymne national, l'emblème national, le drapeau, le défilé, la discipline, ça c'est des choses qu'elles ne savaient pas, il fallait leur apprendre. L'hygiène et la propreté.
C'est extrêmement important quand on est un centre de service. Donc il fallait également, nous avons entendu Dr Manglé, on a associé les professionnels à tout ça, et de la formation sur l'hygiène de la santé. Mais nous savons que malgré tout cela, la formation n'est pas achevée. Il faut une formation qualifiante. Et sur le centre de service civique de Gendreni, après une étude de l'environnement, j'entends étude économique de l'environnement, un certain nombre de filières. La première des choses, c'était la transformation des produits agricoles. Toute la zone du nord de la Côte d'Ivoire est essentiellement agricole. Et dans ces régions, nous avons des taux de perte post-récolte extrêmement élevés sur les fruits, sur les légumes. Des mangues, dans la zone nord, les mangues, l'anacarde, les légumes, j'entends légumes, les tomates, les oignons, tout ça. on m'a dit que vous faites plusieurs coups en même temps. Bien sûr. Bien sûr. On veut valoriser les produits locaux. Ça, c'était une des filières de formation. Et on a collé à cela la transformation des déchets agricoles. Vous voyez, il y a beaucoup de déchets agricoles. Il fallait les valoriser et on a fait de la valorisation des déchets agricoles. Puis, nous avons formé à l'esthétique et à la cosmétique. Les filles, malgré leur situation de vitalité, veulent être coquettes. Elles veulent plaire. C'est quand même des jeunes filles. Oui, c'est comme des jeunes filles. C'est tout à fait normal. Oui, mais quand on est à Abidjan, on a l'impression que la coquetterie, c'est pour Abidjan. Non, c'est pour toutes les femmes. Toutes les femmes. Même au village, elles sont coquettes. Donc tout de suite, elles ont accroché sur l'esthétique et la cosmétique. Et de surcroît, Le choix est vite fait. le choix est vite fait. Et de surcroît, dans leur environnement, il y a des matières premières qui rentrent dans la cosmétique et dans l'esthétique. Le beurre de qualité, Ouais. le henné, le curcuma. Autant de produits qu'elles vont apprendre à travailler pour l'incorporer dans leur métier de beurre. Et l'autre élément sur lequel on a beaucoup insisté, qu'elles ont adoré, c'est la cuisine pâtisserie. Elles ont l'habitude de faire la cuisine à la maison. Mais la technique de la cuisine, elles ne savaient pas. Et on a eu des formateurs qui sont venus nous accompagner pour donner cette formation. Donc, vraiment, c'est une formation complète qui a été donnée en 3 mois. Et ces jeunes filles vont sortir du centre de 26. Nous avons la cérémonie de fin de formation. Elles vont rentrer en famille. Mais quand bien même elles rentrent en famille, on va encore les suivre. Puisque nous avons acquis des équipements pour les insérer. Elles sortent avec un kit pour s'insérer. Et pendant qu'elles sont en insertion, on va encore les suivre pour nous assurer qu'après le centre de service civique de Gendreni, elles ont maintenu la performance pour leur enseigner sur le centre. Donc voici en gros le contenu de la formation. Alors je sais que on a entendu le civisme est au cœur de la formation. Ça aussi c'est un choix parce que le nom de votre direction générale aussi c'est le civisme. Si on parle de service civique, il y a aussi que le centre de service civique de Gendreni offre la possibilité aux jeunes filles aussi de beaucoup sur ce point de la société ivoirienne, mais pourquoi ne pas revenir à l'ancien système où tout le centre était mixte en même temps? Est-ce que ce n'est pas plus difficile de faire les femmes à part et les hommes à part? Disons que nous sommes en phase d'apprentissage. Au début, nous avons essayé les centres de service civique exclusivement masculins. C'est Bembresso, c'est Guédipo, Sassandra. Ces 2 centres de service civique sont entièrement masculins. On apprend. Le centre de Boaké est mixte. Nous avons Va être mixte. Le profilage est terminé. D'accord. Le recrutement est terminé. Tout le monde rentre le 19. C'est 1 tiers fille, 2 tiers garçons. On va encore apprendre là. Puis le centre de Gendreni entièrement féminin. Là également on va apprendre. Donc
En fait, dans cette phase d'apprentissage, il faut tirer les leçons. Et, in fine, on viendra à adopter un centre adapté à l'environnement où on est. Tout à l'heure, vous avez entendu une jeune fille qui disait « Je suis allée au centre de service civique de Bienvenue parce que c'était seulement que fille. » Parce que elle, l'entourage des garçons, l'a traumatisée un tout petit peu. Elle a des mauvais souvenirs dans une cohabitation. Et les parents existent parce qu'ils se disent toujours, s'ils disent qu'ils prennent des jeunes filles en situation de vulnérabilité pour les porter sur un centre de service, qu'en est-il de leur sécurité? Et si ma fille que j'emmène sur un centre de service civique me revient avec une grossesse, est-ce qu'on n'aura pas amplifié sa vulnérabilité? Justement, on va en parler. Surtout les cas qui pourraient survenir, les cas de grossesse, malgré le centre, qui pourraient survenir dans le centre. Comment vous faites? On en parle dans la deuxième heure et plus largement aussi de vos missions également dans cette office de service civique. Je rappelle que vous êtes Touré Mamadou, directeur général de l'Office de service civique national. Nous parlons aujourd'hui de la resocialisation des jeunes en Côte d'Ivoire. Pour la première heure, tout à l'heure, dans quelques instants, la deuxième heure de l'UPM. Mais on respecte les mesures barrières. On s'est dit que, justement, parce qu'il y a de la vulnérabilité qui se rajoute à la vulnérabilité, qu'il fallait à tout prix maintenir les centres de service. Donc, on y a mis les moyens. La distanciation sociale est respectée. Ils font les activités dans de bonnes conditions. Et le suivi de la santé est très prononcé. Et vous avez le sport? Bien sûr. Malgré ces temps de crise sanitaire? Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Et c'est quoi le sport favori? La piscine, je préfère. La piscine. D'accord. Alors, on a fait tout à l'heure le point de vos activités, ce que vous avez fait. Aujourd'hui, l'état des lieux, comment se présente-t-il dans les différents centres? On a parlé, on a mis l'accent à la première heure sur Guéguéligny, mais de manière générale, quel est l'état des lieux? De manière générale, je trouve qu'il y a des besoins importants de formation dans les centres de services. Formation dans les centres de services. Formation des encadreurs, formation des jeunes. Des jeunes. La demande est extrêmement forte. Je veux rappeler que en moyenne, nous avons plus de 200 000 jeunes qui abandonnent le système éducatif l'année. Général? Oui, tout ordre d'enseignement. Oui, tout ordre. Les jeunes gens sortent de l'établissement sans diplôme, sans avoir achevé leur formation. De plus en plus de jeunes qui n'ont pas été à l'école aussi. Donc, cette frange de la population connaît une certaine croissance. Il faut qu'on arrive à les prendre en charge. Du temps du président Houphouët-Boigny, chaque région avait un centre de service. Oui, et puis il y avait son centre artisanal aussi. Il y avait le centre artisanal. Finalement, c'est la même chose, hein, à peu près. Ça concourt à la même chose, oui, mais c'est des instruments différents. Même actuellement, on a différents instruments. Peut-être que tout à l'heure, on va en dire deux mots, mais la demande est très au niveau du service civique. Mais malheureusement, on n'a pas assez de centres pour pouvoir accueillir tout le monde. Et il y a un effort également qui a attendu du gouvernement, parce que quand même, le service civique, ça coûte un peu cher. Un peu cher. Vous avez jamais eu partenaire, votre partenaire Oui, on a plusieurs partenaires qui nous accompagnent. D'abord, il y a l'Agence française de développement à travers le CED qui nous accompagne sur le centre de Benresso et le centre de Boaké. Nous avons l'UNICEF justement qui nous accompagne à travers l'Union européenne, une autre ADCOM et le PNUD aussi qui nous accompagne. Mais quand même, c'est un dispositif national. Et la contribution de l'État qui monte doit nous aider à faire encore plus. Réhabiliter les centres de services et ensuite les mettre en exploitation. Donc la demande est très très forte. Alors, je parcourais à la préparation de cette émission, je parcourais un peu votre site où vous avez mis comme ça le service civique, une affaire de tous. Alors finalement, vous avez fait un slogan. Oui. Mais en plus d'une affaire de tous, on va plus loin. On dit qu'il faut donner une seconde chance. C'est l'école de la seconde chance qu'il faut donner aux jeunes.
Et ça, on est tous concernés, chacun d'entre nous, dans sa famille, à quelque niveau que ce soit, à quelqu'un qui est en situation d'échec ou en situation de vulnérabilité. Donc, vraiment, c'est une affaire de tous. Alors, je sais par exemple que plus de 1400 enfants en conflit avec la loi ont été resocialisés en Côte d'Ivoire. Le projet initié par de réduire le taux de criminalité dans notre pays. Ces résultats ont été possibles grâce à une action concertée avec la police. Madame Manignon Ouattara, la coordonnatrice par intérim de la cellule de suivi de réinsertion, elle répond ici aux questions de Jérôme. Le scoop de la semaine. Bonjour. Le projet de resocialisation des mineurs en difficulté avec la sauf que depuis juin 2019, sous une autre forme, avec une étroite collaboration avec la police. Donc nous parlons maintenant d'opération d'urgence qui vise à lutter contre le phénomène des enfants pris avec la loi par la répression et la socialisation et la réinsertion de ces... J'allais dire, le centre de resocialisation de Mayako, M. Touré Mamadou, ne fait partie de votre patrimoine, n'est-ce pas, le patrimoine de l'office, n'est-ce pas? Et quelle différence il y a entre vos centres et ce centre de Mayako? Il faut dire que les niveaux de vulnérabilité sont très divers. Vous avez entendu Mme Ouattara Manignon quand elle parlait de phase d'urgence, quand elle parlait de police, quand elle parlait de sécurité et d'agression. Spécifique, Oui. c'est une cible vraiment particulière. Vous n'avez à voir vos centres différents centres de services civiques. Tout à fait. Nous, le service civique, nous ne prenons pas en charge les enfants qui ont été en conflit avec la loi. D'accord. Nous ne prenons pas en charge ceux qui sont dans l'extrême vulnérabilité. Nous nous adressons aux jeunes communs, scolarisés, analphabètes, en difficulté, qui n'a pas encore commis d'agression. Dès l'instant où il a basculé, il est pris en charge par la justice et éventuellement par un projet spécifique comme celui-là. D'accord. Mais sinon, Mais vous complétez dans tous les cas. Bien sûr. Voilà. Avec des objectifs bien différents. tout à fait. N'est-ce pas? Alors, je sais que la question du volontariat également, elle répond en bonne place dans vos missions. À quoi répond la mise La direction générale, qui est vraiment l'aspect, la structure institutionnelle de l'office. Mais les centres de services civiques ont également un fonctionnement tout à fait particulier avec un personnel dédié. Nous avons un personnel civil sur ce centre de services civiques qui font de l'encadrement, qui font de l'administration. Mais nous avons aussi un encadrement de type militaire. Nous avons de l'encadrement de type militaire avec des militaires qui nous sont mis à disposition par des armées pour nous permettre d'inculquer les notions de discipline et de civisme à ces jeunes gens. Donc l'armée intervient à ce niveau. Les sapeurs-pompiers également. Parce que sur le centre de service civil, nous donnons des notions de sécurisme. Le GSPM nous accompagne en venant apporter ce savoir-faire pour permettre aux jeunes gens d'être utiles en matière de sécurité. Maintenant, pour la formation qualifiante, nous avons opté pour l'instant sur l'externalisation de cette formation. Nous préférons contractualiser avec des professionnels qui sont en mesure de donner la bonne formation dans un temps très bref à nos jeunes gens. Nous en arrivons au terme de notre rendez-vous. En termes de conclusion, on vous offre 5 minutes pour la conclusion, n'est-ce pas? En termes de perspective et en termes de ce qu'on peut retenir de votre passage à la radio ce matin, c'est à vous. Merci beaucoup. En termes de conclusion, il me plaît de remercier les autorités de ce pays, notamment le président de la République, qui a bien vu, qui a bien compris de la nécessité de prendre en charge des jeunes en situation, des jeunes qui sont en difficulté, qui sinon deviendraient une menace pour la paix et la cohésion sociale de demain. Et à cet effet, nous nous félicitons des importants moyens qui sont en train d'être mis à notre disposition pour nous permettre d'adresser cette problématique des jeunes en situation de difficulté, ces jeunes en situation de vulnérabilité. Ceci étant, notre espoir et notre rêve
est que chaque région de ce pays, les 31 régions de Côte d'Ivoire, puissent à terme bénéficier d'un centre de service civique, et ceci afin de rapprocher les établissements de formation, la prise en charge des jeunes dans leur région d'origine. Parce que économiquement, financièrement, c'est plus supportable de faire ces formations à côté des jeunes dans leur région, plutôt que de prendre les jeunes gens dans leur région et de les transporter dans une autre région, ce qui est un peu difficile et ce qui est un peu... Donc ça, c'est notre premier rêve. Le deuxième rêve, et le souhait que nous avons, c'est que véritablement les populations s'approprient cet outil qui est mis à leur disposition. Tout à l'heure, je vous le disais tantôt, lorsque nous avons ouvert le centre de Guingreni, les parents ne croyaient pas. Les jeunes filles venaient à compte-gouttes. Quand on a ouvert pour les garçons, on a également connu des taux d'abandon relativement élevés, parce que tout simplement, les populations ne croyaient pas en ce dispositif. Mais aujourd'hui, ces a priori se sont amenuisés. Les gens comprennent c'est quoi le service civique. Et puis surtout, les premiers résultats que nous avons eus des cohortes qui sont sorties, qui nous montrent après suivi évaluation que nous avons aujourd'hui un taux d'insertion effectif supérieur à 60%, a surpris plus d'un. On se demandait, est-ce que ces jeunes gens qui sont rentrés dans un centre de service civique, dans un tel état, pouvaient spécialiser, mais s'insérer économiquement. Aujourd'hui, la plus grande partie des jeunes gens qui sont passés par nos dispositifs sont réinsérés économiquement. Et il y a un suivi. Et il y a un suivi. Nous avons un département suivi. Nous avons même avec un bailleur financé l'externalisation du suivi. Pour que ce soit clair, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les chiffres, nous avons d'autres structures qui font le suivi autres que nous-mêmes. Et ça, c'est une satisfaction. Donc, pour nous résumer, nous voulons remercier les autorités du pays. Nous voulons remercier le ministre qui fait attention à nos dispositifs, le ministre Kawatara, parce qu'il a compris aussi que la vulnérabilité des jeunes est un enjeu majeur pour le développement socio-économique de la commune. Voilà le mot de fin que je voulais vous adresser et vous remercier de nous avoir offert cette opportunité de parler de l'Office du service civil national et de ses missions. Infiniment merci à vous pour votre disponibilité, surtout d'être venu à cette antenne matinale. N'est-ce pas, surtout pour nous parler de l'Office de service civique national, à se réintégrer, à se resocialiser dans la société. Infiniment merci à toute l'équipe également.